au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, Le Scanner. Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure et les sujets au menu. Vous l'avez déjà compris, si vous nous regardez à la télé, vous êtes sur Kavi TV. Si vous nous écoutez à la radio, vous êtes sur la 89.5 en bande FM. À la baie, nos partenaires de Beta FM relaient cette émission en direct sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Kavi TV, notre live Facebook. Merci de nous préférer si vous nous suivez via notre site d'information siaminfo.com, via notre application mobile disponible sur Play Store et App Store Kavi Média. Merci une fois encore de votre fidélité. Au menu de ce matin, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Sénausur a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. Lancé le 3 novembre, le mouvement avait paralysé la quasi-totalité des institutions d'enseignement public supérieur du pays. Après 3 jours de négociations, les différentes parties sont finalement parvenues à un protocole d'accord, une issue qui permet aux étudiants guinéens de reprendre le chemin des cours. Que prévoit cet accord? Les principales revendications du syndicat ont-elles été satisfaites? Quelques éléments de réponse à suivre dans cette émission, puisque nous aurons au bout du fil le secrétaire administratif du Bureau national du Sénausur, Mohamed Soumaoro. Et puis le projet de connectivité de 2200 écoles primaires publiques en Guinée a été officiellement lancé ce 5 novembre à Conakry. Cette initiative présidentielle mise en œuvre par le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation vise à améliorer la qualité de l'éducation à travers l'intégration du numérique. Le projet GIGA, porté au niveau mondial par l'UNICEF et l'Union internationale des télécommunications, ambitionne de connecter toutes les écoles à Internet. La Guinée fait partie des 30 premiers pays pilotes. À terme, 2200 écoles primaires publiques devraient être interconnectées. Mais pour cette première phase, seules 585 écoles le sont effectivement. On en parle plus en détail dans la dernière partie de cette émission Le Scanner. Voilà entre autres sujets à débattre. Pour ce dernier numéro de la semaine, installez-vous confortablement. Bienvenue. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant vous le faites, c'est parti encore pour moins d'une heure de débat. Il faut le rappeler pour cette spéciale ici en plateau. Yaya Diallo, bienvenue. Merci Abdallah. Bonjour à tous. Merci. Et bienvenue à vous, Mohamed Bleba. Merci Abdallah et bonjour à tous. Et également la Queen Fatou Kébé. Heureux de te revoir encore ce matin. Merci Abdallah et bonjour à tous. Il faut le rappeler, hier tu as échappé de belle à un accident de la circulation provoquée par le vol à l'arraché, un sujet que nous avons quand même abordé dans nos différentes éditions d'information, une manière pour nous d'alerter les autorités, puisque sujet, en tout cas, c'est un phénomène qui devient récurrent à Conakry précisément, dans la forêt, au niveau de la forêt du quartier Anta, c'est ça? Exactement. Bon courage. Oui, sincèrement, ça a été très traumatisant pour moi, il faut le rappeler, je ne m'y attendais pas du tout. Il faut dire que personne n'est à l'abri de ce genre de vol. On a quand même retiré ma brique, mais bon,
si je suis saine et sauve, donc je peux, alhamdulillah. Je pense qu'il faut sonner l'alerte parce que nous avons connu plusieurs pertes en humaines dans ce sens-là. C'est un sujet tabou aujourd'hui dont les autorités n'en font pas cas, alors que ce sont des criminels mobiles aujourd'hui qui sont sur des motos et qui cherchent des sacs des uns et des autres qui sont certainement en piéton. Et ça provoque des accidents mortels. Absolument, absolument. On a échappé belle hier, sincèrement. Justement, il faut que l'État puisse réfléchir à ce niveau-là pour pouvoir identifier ces criminels-là, éventuellement les punir à la hauteur de leur forfaiture, puisque ça ne peut pas continuer comme ça. Au-delà du vol, ça crée ce qu'on appelle de pertes en vie humaine. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut éradiquer fondamentalement. Et c'est une urgence aujourd'hui qui se pose. Je pense que cela doit interpeller notamment le ministère de la Sécurité pour qu'il puisse justement mettre en place un mécanisme pouvant dénicher ces gens-là et éventuellement éradiquer fondamentalement ces phénomènes. En tout cas, nous tendons la main. Et malheureusement, le silence, ou l'inaction de l'État aujourd'hui ne fait que renforcer, c'est hors la loi dans leur position, parce que vous allez vous en souvenir, malgré tout ce qui s'est passé en l'espace d'un mois, on a assisté à 2 cas de mort. Malgré tout cela, ce vol à l'arraché continue de plus belle. Pourquoi dire aujourd'hui que le silence, on peut même se permettre de dire que c'est un silence coupable. Aujourd'hui, l'inaction du gouvernement encore permet à ces gens-là de se renforcer dans leur position et continue plus belle, à attaquer, à orchestrer, ce sale boulot, parce qu'il faut l'appeler comme ça. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup plus besoin de l'État, parce que c'est vrai, on nous dira qu'il y a aujourd'hui, quelques PA à quelques endroits, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Il n'y a même pas de PA. La plupart des cas sont commis, c'est-à-dire sous les yeux de ces agents-là. Oui, puisqu'à Anta, on est à quelques mètres du commissariat, si je me trompe. Quelques mètres d'un commissariat. Et de l'autre côté, derrière la forêt, je pense qu'il y a même qui avait interpellé un agent de la sécurité. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que là-bas, la forêt, il y a plein de bandits qui restent, je ne sais pas. C'est un nid de bandits, malheureusement. Malheureusement. Donc nous tendons la main une fois encore, puisque la sécurité est un droit, il faut le dire, un devoir pour les autorités, un droit pour les citoyens. Et donc nous attendons en tout cas la réaction des autorités, puisque c'en est de trop dans la capitale Conakry. Parlons de ce sujet inscrit à l'ordre du jour. Je le rappelais, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a suspendu sa grève. Déclenchée le 3 novembre, le mouvement avait paralysé presque toutes les universités du pays. Après 3 jours de discussion, un accord a été trouvé entre le syndicat et le gouvernement. Les étudiants peuvent donc reprendre les cours. Mais que contient réellement ce protocole d'accord? Les revendications d'enseignants ou des syndicalistes ont-elles été satisfaites, Mohamed Deba? Pour dire que c'est au siège quand même du Conseil national du dialogue social hier que cet accord, ce protocole d'accord est signé entre les différentes parties prenantes. Il faut parler du SNAESUR, syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, après plusieurs jours de débrayage, parce qu'il faut le rappeler que cette grève a impacté la poursuite des activités universitaires, il faut le dire, au niveau des campus, notamment ici. Est-ce que vous avez donné cours pendant ces 3 jours? Ou bien ce n'était pas dans votre cas? Bon, ça c'était... Nous sommes du côté de privé. Non, hier c'est parce que hier j'ai eu des échanges ici. Québec et je disais que cette grève impacte peu le privé. Donc, juste savoir, est-ce que chez vous il y a eu des cours ou bien cette grève impacte? Il y avait, mais bon, en fait, vous le savez, c'est un mouvement d'ensemble. Les étudiants guinéens aiment entendre cela, qu'il y a grève, peu importe que cela impacte son concerne ou pas. Dès qu'on parle de grève, vous allez en rendre compte que ça va impacter davantage, même si ça ne se passe dans les institutions d'enseignement supérieur public. Vous allez comprendre que de l'autre côté, affecte partiellement. Et nous avons vu le cas à l'intérieur du pays, à Cancan, du côté de l'Abbé et autres, que c'était un mot d'ordre de grève qui était su à la lettre, et la reprise des activités était quand même conditionnée à la satisfaction, totale de ces différents points
de ces différents points d'éducation. Alors, hier dans la soirée, il faut le dire qu'un communiqué a quand même donné les 2 jours d'intense, disons, échange entre les autorités compétentes et également ces syndicalistes qui, comme mordicus, tenaient à la satisfaction totale de ce décret présidentiel. On en reviendra sur ce décret-là qui a été quand même pris en 2004, disons, pour satisfaire ces enseignants et chercheurs. Alors, dans ce communiqué, le SNAISUR a quand même salué l'association, disons, constructive et surtout des engagements concrets pris par les autorités pour la satisfaction des principales revendications les principales revendications du syndicat. Alors de l'autre côté, le mesure qui suspend sa grève a de facto quand même, disons, appelé à la reprise des activités, notamment au sein des institutions d'enseignement supérieur du pays, des CDI, notamment Centre de documentation et information, à reprendre les activités, disons, parce que c'est une grève, disons, dont la suspension a été obtenue au bout quand même de plusieurs jours de négociations. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Parce que quand même, il faut le dire que c'était un ras-le-bol, une lenteur administrative, parce qu'il faut aujourd'hui rappeler que de échanges quand même ont eu lieu depuis 2023 à ce sujet même entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère du travail et de la fonction publique et également ces syndicalistes-là, malgré ces différentes rencontres répétées, il faut le dire que le bout du tunnel n'a jamais été vu. De l'autre côté, du côté du syndicat, on est resté quand même, disons, optimiste face à cette réalité-là, pensant quand même que le gouvernement, l'État allait trouver, disons, un autre point de chute pour pouvoir réellement satisfaire ces différentes revendications. Le syndicat, à un moment donné même, tenait d'ailleurs pour responsable, disons, du blocage, c'est-à-dire en ce qui concerne l'application stricte de l'application de ce décret, disons, présidentiel. Le ministère de la fonction publique et du travail. Alors, il faut quand même se dire que il y avait un seul point, notamment la revendication. Un seul point d'achoppement. Le point d'achoppement, c'est-à-dire le gros point de revendication s'articulait quand même sur l'application, disons, effective du décret 2/2024 0027/PRG CNRD et SSG, donc notamment en ces articles 4, 5, 6, 8 et 13 portant sur la fixation des rémunérations des fonctionnaires titulaires de grade dans les institutions d'enseignement supérieur du pays, les centres de recherche CR et les centres de documentation et d'information CDI. Donc le syndicat avait estimé, disons, que le respect, disons, de ce texte était indispensable pour la dignité professionnelle, disons, et la motivation du personnel enseignant académique. Donc la poursuite des activités, comme je l'ai dit à l'entame, était donc conditionnée par l'application stricte de cet accord-là. Et hier, au bout quand même, disons, de deux jours d'intenses échanges, ce protocole d'accord dont le contenu reste encore un autre mystère, peut-être qu'on aura un cadre disons, parmi ces syndicalistes-là pour nous expliquer réellement, pour nous étayer de ce qui a quand même été obtenu hier, parce qu'on parle des engagements sérieux cette fois-ci de la part du gouvernement, et surtout on salue quand même, disons, les discussions concrètes. Donc on entendra sûrement de voir réellement ce qui a filtré de cette rencontre-là, et ce qu'il faut aussi, ce qu'il faut s'attendre par rapport à l'application, disons, de ce protocole d'accord, parce qu'au-delà maintenant, disons, du décret de 2024, on va s'atteler, disons, autour de ce fameux protocole d'accord qui a été obtenu hier. Maintenant, cette reprise de la grève, il faut le dire quand même, avait paralysé complètement les universités. Est-ce qu'il faut retomber encore dans un autre débrayage? Je crois que c'est-à-dire la balle maintenant est dans le camp du gouvernement de s'en servir réellement de cette suspension du mot d'ordre de grève avec effet immédiat, de relancer les choses et surtout de débarrasser l'enseignement supérieur de ces différentes grèves, parce que c'est la rentrée quand même universitaire, il faut le dire. Il y a les nouveaux
encore les bleus, on les appelle, qui n'ont pas encore pu reprendre convenablement disons, les activités. Et de l'autre côté, il faut dire que le gouvernement a tout intérêt parce qu'aujourd'hui, il y a une crise quand même généralisée dans l'éducation en général, au niveau du préuniversitaire, au niveau supérieur. Il faut dire aujourd'hui que, disons que ça sent mauvais. Très mauvais. Ça sent très mauvais parce qu'au-delà même du SNAESUR, nous avons l'intercentrale syndicale qui aussi fait quand même promener son épée Damoclès par rapport à la grève qui a été annoncée récemment. Récemment, excusez, on va aller directement avec notre invité qui est déjà au bout du fil, on me le signale. Nous avons M. Mohamed Soumaoro, il est le secrétaire administratif du bureau national du SNAESUR qui a suspendu son mot d'ordre de grève hier après plusieurs jours de négociations. Bonjour M. Soumaoro. 18 pour refuser. Bonjour M. Soumaoro. Du côté, la réalisation, on va revenir parce que là je ne comprends pas ce qui se passe de ce côté. On va essayer d'avoir Soumaoro, comme l'a rappelé Mohamed Leba. Le protocole d'accord n'a pas été public, n'a pas été rendu public pour le moment. Pour l'air. Peu de gens connaissent quand même le contenu de ce protocole d'accord. C'est pourquoi il nous le faut ici à l'antenne pour nous permettre réellement de savoir ce qui a été avancé, c'est-à-dire dans ce protocole d'accord-là, parce que au dire quand même, ou selon le communiqué qui a sanctionné les travaux, on se rend compte ou on se rend à l'évidence que ça sent bon cette fois-ci pour le SNAESUR qui a quand même patienté pendant près de 2 ans ou près de 3 ans maintenant, parce que depuis 2023, ces enseignants, ces chercheurs sont sur, disons, ces différentes réclamations, notamment pour permettre à ces différents enseignants-là de mieux vivre, parce qu'ils l'ont rappelé dans leur mot d'ordre que c'était quand même, disons, ces points de revendication, c'était était indispensable pour la dignité, disons, professionnelle et la motivation du personnel académique. Ce qui est quand même sûr, si un décret est pris, normalement, on doit s'attendre à la rentrée en vigueur de ce décret, puisque un décret en Guinée est présidentiel. Cette tautologie, elle est importante, puisque le décret en Guinée précisément n'est pris que par le président de la République. On me signale du côté de la réalisation que M. Mohamed Soumaoro, secrétaire administratif du bureau national du SNAESUR, est déjà au bout du fil. Bonjour M. Soumaoro. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci à vous. Nous avons su votre communiqué portant sur la suspension du mot d'ordre de grève que vous avez lancé depuis le 3 novembre 2025. C'était lundi dernier. Dites-nous, avant d'abord de parler du protocole d'accord, quelles étaient les principales revendications du SNAESUR avant de déclencher, puisque Mohamed l'a déjà rappelé, et aujourd'hui, que prévoit concrètement le protocole d'accord signé entre le SNAESUR et le gouvernement? Il faut rappeler que la plateforme contenait 2 points principaux. La principale revendication était l'application intégrale du décret. Et la deuxième, le deuxième volet, c'était l'exclusivité qui se greffait à cela, mais qui n'était pas essentiellement dans cette plateforme revendicative qui a amené les gens en grève. Donc ça se rappelle. Maintenant, concernant ce qui se passe pour le protocole, nous informons que ce que nous avons demandé au niveau de l'application intégrale du décret, nous l'avons à 100% avec la bénédiction du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Riba, et l'implication du NDES, Conseil national du dialogue social, et l'écoute attentive aussi des ministres sectoriels, et le budget, la fonction publique et l'enseignement supérieur. Donc avec le concours de tous, nous avons obtenu à 100% le point qui est tenu dans l'application, le point qui est obtenu dans qui concerne l'application du décret de manière intégrale. Alors rappelez-nous un peu le contenu de ce décret pour la gouverne de nos auditeurs. Bon, les points qui coïncident, c'est le point 8, l'article 8 du décret
qui parle de les primes de fonction, de surtout nouveaux cadres qui sont dans les fonctions administratives. Il y a le 13 du décret qui parle des primes de risque pour les travailleurs qui travaillent dans les laboratoires à risque. Donc à cela, c'est ajouté les points subsidiaires, comme je vous l'ai dit, parmi lesquels nous avons la question de formation, de paiement des frais de formation pour ceux qui détiennent les associations de bourse. Nous avons le reclassement des non-reclassés dont le décret ne prend pas en charge. Nous avons le recrutement à la fonction publique, les 12 homologues qui ont fait le pré-enrôlement, mais qui n'ont pas fait l'enrôlement, qui était en formation à l'extérieur, qui ont de retour. Donc il y a 2 autres qui ont fait l'enrôlement, mais ils n'avaient pas été sur l'arrêt qui a engagé les homologues à la fonction publique. Nous avons la situation des régies. Les subventions nous avons estimé que les subventions sont également réparties. Vous avez des institutions, des petites institutions qui ont plus de subventions que les grandes institutions. C'est pourquoi vous verrez que depuis avant même le déclenchement de cette grève, Cancan était déjà en grève. Donc nous avons demandé l'équilibre dans la répartition des subventions entre les institutions d'enseignement supérieur, ce qui va nous permettre de garder la stabilité. Au point, nous avons l'acquisition des engins roulants pour les fonctionnaires qui sont au sein administratif au sein des institutions, qui pour certains depuis 5 ans, 3 ans, à pied, alors que leurs homologues des autres départements sont avec des engins roulants. Donc voilà en quelque sorte, en résumé, les points qui étaient des points d'achoppement. Monsieur Soumaoro, avant de vous laisser, s'il vous plaît, juste cette précision. Est-ce que ce protocole d'accord met fin définitivement à la crise ou s'agit-il d'une suspension provisoire? On veut être rassuré, puisque vous avez parlé de suspension. Vous savez, suspension, vous savez, l'homme doit justement parler sur des résultats. Et c'est échelonné. On a parlé vous avez l'application du décret. Et quelle que soit l'expression qu'on allait mettre, il y a des points, il fallait échelonner l'application. Mais la fin du mois de novembre est considérée comme le début du déclenchement de l'application des points qu'on a obtenus dans le protocole. Donc, mais ça va être échelonné jusqu'au premier trimestre du mois de janvier. Donc nous estimons que nous ne souhaitons plus que nous revenions dans cette crise. Mais l'être humain, il faut être méfiant. Donc, la grève n'est que suspendue, mais elle n'est pas levée. Voilà. Que tous les partenaires vont jouer leur rôle correctement pour que nous ne revenions plus. Monsieur Soumaoro, depuis près de 2 ans, il y a eu bon travail avec, disons, le gouvernement et par rapport effectivement à ces défis que vous venez de rappeler, à l'application stricte, disons, de ce décret. Et quelle garantie le gouvernement quand même vous a donné pour suspendre ce mot d'ordre de grève? Et la première garantie nous a été très importante, c'est l'implication personnelle de M. le ministre. Et toutes les fois qu'on avait demandé, on n'était jamais arrivé à appliquer à M. le Premier ministre. Mais quand c'est le patron du gouvernement et qui est le premier responsable du dialogue social dans le pays, il s'implique, il nous a reçus en personne et il a donné des instructions fermes pour que le problème soit rapidement réglé. Il a déjà constitué pour nous une garantie. Et il ne faut oublier aussi que l'homme peut faire une erreur aujourd'hui, demain il la corrige. Donc de nouveaux engagements ont été pris, notamment par la fonction publique, par le ministère du budget, par l'enseignement supérieur. Et je crois que cela constitue des garanties pour nous qui nous ont permis de suspendre le mot d'ordre de grève.
Monsieur Soumaoro, est-ce que tous les points de vos revendications sont pris en compte dans ce décret? Oui, dans le décret. C'est pourquoi j'ai dit au début 100%, les points qui étaient demandés. Et dans le décret, tous les points à 100% ont été... Qu'en est-il du ministère du Travail et de la fonction publique, que vous êtes quand même, disons, responsable en partie de ce blocage de l'application, disons, stricte de ce décret? Non, c'est pourquoi je vous disais, j'ai dit l'ombre aujourd'hui, demain il la corrige. Et nouveaux engagements par la fonction publique, par tous les partenaires, toutes les parties impliquées, nous ne pourrons pas continuer à douter des gens. Vous savez, il discutait aujourd'hui que ces difficultés peuvent être contournées et surmontées demain. Donc, nous a permis, concernant la fonction publique, et surtout la direction nationale de la fonction publique, et nous la saluons de passage, qui est en train de s'impliquer, qui est en train de s'investir pour que nous ne revenions plus à cette crise. Alors, est-ce que le fait que le mot d'ordre des grèves soit suspendu traduit un peu cette méfiance qui pouvait exister au cas où si les engagements ne sont pas, disons, respectés mutuellement? Ouais, vous savez, le syndicat, c'est comme vous les journalistes. Vous êtes toujours avec votre plume, vous êtes toujours avec votre micro. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur l'information à tous les niveaux, à tout moment. Donc vous êtes toujours munis de vos outils de travail. Nous, la grève fait partie d'un outil de travail pour nous. C'est pourquoi nous l'avons suspendu. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes pessimistes. Bien. Aujourd'hui, autre question peut-être qui ne concerne pas forcément ce protocole d'accord. Vous avez suspendu le mot d'ordre de grève, donc on tend vers une reprise des cours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le syndicat a pensé au rattrapage du retard accumulé pendant la grève, puisque on a eu droit à 4 jours de grève, du lundi au jeudi? Non, nos partenaires... qui constituent la CRDG, qui jouent le côté administratif et pédagogique des institutions, mettront les bouchées doubles. Tout ça là constitue les objectifs. Ils mettront les bouchées doubles pour que les 3 jours soient rattrapés. Bien. Mais quel va être le mécanisme à mettre en place? Parce que quand même nous connaissons en ce qui concerne, notamment aujourd'hui on parle de la lenteur de l'application d'un décret, mais de l'autre côté il faut aussi un peu parler de la paresse de certains enseignants. Quel va être le mécanisme qui sera mis en place pour être réellement de rattraper ce retard, disons? Non, mais au niveau de l'enseignement supérieur, on ne parle pas de la paresse des enseignants. Les enseignants au niveau du supérieur se sont toujours soumis aux règles de l'enseignement. Ils savent que même bien avant le déclenchement de grève, ça peut ne pas être la grève, d'autres événements peuvent intervenir, ça peut être des fêtes pour que des heures soient manquées, mais on a toujours réussi avec la volonté des enseignants. Les programmes ont été toujours achevés et dans les délai. Nous avons des enseignants, même sans ces grèves, il y a des enseignants qui s'investissent même les week-ends pour donner les cours, pour éviter que les cours ne soient pas terminés. Alors, autre défi pour vous, le syndicat, c'est que plusieurs enseignants titulaires aujourd'hui se font remplacer par des assistants. Jamais les enseignants titulaires ne sont présents dans les salles de classe. Qu'est-ce que vous appelez enseignants titulaires? Parce que je ne comprends pas. Nous, chez nous, les enseignants titulaires, c'est ceux qui sont les enseignants qui ont le droit et plus. C'est ce qu'on appelle les enseignants titulaires à l'enseignement supérieur. Tous ceux sont en classe. Justement, quand vous prenez Somphonia, l'une des plus grandes universités de la République ici, la plupart, pour ne pas dire généralement, dans certaines salles, ce sont des assistants. Vous ne pouvez pas nier cela, M. Soumaoro. Non, vous savez, chez nous, l'assistant commence par le doctorat. C'est pourquoi je vous ai dit, tous ces docteurs-là sont en classe. Docteurs, assistants, maîtres assistants, maîtres de conférence, tout ça, professeurs titulaires, ils sont en situation de classe. Maintenant, il y a des gens qui sont au master, qui sont au doctorat, qui sont inscrits au doctorat,
qui travaillent sous le contrôle de ces professeurs-là. C'est ce qui est évident. Donc, Sophronia, que vous dites, je ne connais pas quelqu'un qui n'est pas en train de travailler, à part les nouveaux fonctionnaires qui viennent d'être engagés, dont certains ne sont pas encore inscrits au master et à la thèse. Bien. Mais tous ceux qui sont inscrits à la thèse, tous ceux qui sont inscrits au master, d'abord, ça fait partie des règles de l'enseignement. Quand quelqu'un est inscrit à la thèse, quand quelqu'un est inscrit au master, il doit être... L'enseignement, l'assistanat est obligatoire pour lui. Ça fait partie des modules. Donc pour vous, c'est une chose... Ils travaillent tous sous le contrôle des professeurs titulaires. Donc c'est normal, hein? C'est un fait normal. Hein, oui, c'est ce qui est normal. Monsieur Mohamed Soumaro, secrétaire administratif du Bureau national du Sénéazur, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci à vous. Merci. On parle de cet autre sujet. On reste dans le cadre de l'éducation. Le projet de connectivité de 2200 écoles primaires publiques est lancé en République de Guinée. C'était ce 5 novembre 2025 à Conakry, une initiative présidentielle portée par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Objectif, améliorer la qualité de l'éducation grâce au numérique. La Guinée fait donc partie des 30 premier pays à expérimenter le projet mondial GIGA qui vise à connecter toutes les écoles du monde à Internet. À terme, 2200 écoles seront interconnectées, mais pour l'instant et pour cette première phase, seules 585 le sont déjà. Yaya Diallo. Numérique a fait. Yaya Diallo, allez-y, il n'a pas compris. Écoutez, le micro, activez votre micro s'il vous plaît. Alors c'est désactivé, j'ai pu comprendre qu'il y avait un reportage qui était fâchage là. On va revenir sur le reportage après, il n'a pas compris. Très bien. Alors, c'est vrai que cette initiative, il faut le rappeler, présidentielle qui va dans le cadre du programme Simandou, dans son volet Simandou Academy, et qui est en lien avec ces projets GIGA, qui est d'envergure mondiale. Alors, on parle de 2200, plus exactement, des écoles primaires publiques qui seront pour un premier temps interconnectées pour justement renforcer ce qu'on appelle la qualité de l'éducation, mais aussi, disons, l'équité dans le cadre de l'enseignement. Alors, c'est vrai que pour un premier temps, on peut dire que c'est quelque chose de très salutaire dans un pays où, il faut une fois, le taux de pénétration de l'Internet reste encore une fois en deçà de beaucoup des États aujourd'hui qui sont justement dans une situation beaucoup plus ou moins, disons, progressive. Alors, dans notre pays ici, il y avait justement des défis persistants qui soulevaient dans le cadre de la mise en place de ces établissements, scolaires publics, dans le cadre, de la mise en place de ces outils, numériques dont on parle là. Alors, je pense que nous avons suivi tous le Premier ministre, le ministre de l'Éducation nationale et d'autres acteurs aussi impliqués dans le cadre de ce giga-projet dont on parle là. Tous ont salué justement une révolution numérique au niveau de l'enseignement primaire, public. Alors, sur les 2200, il faut rappeler que les 2200 ne constituent que 10% du nombre d'écoles que nous avons aujourd'hui, puisque au regard des discours qui ont été tenus, on parle de plus de 18 000, établissements scolaires publics qui sont concernés. Donc, pour le premier volet, nous sommes, partis pour les 10% d'abord. Alors, les 10% d'abord, vous avez parlé de 585 déjà qui sont interconnectés, et d'ici la fin de l'année, on nous parle de 1000 aussi qui seront justement interconnectés pour permettre justement à l'éducation nationale, notamment au niveau du primaire, de connaître ce qu'on appelle cette révolution numérique-là. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui nous sommes disposés, ou nous avons tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour pouvoir abriter ces infrastructures numériques? Parce que au-delà de la volonté affichée, j'ai bien compris justement qu'il faut
carrément, radicalement se départir de ces enseignements classiques-là. Aujourd'hui, le monde évolue, il faut qu'on essaie d'aller avec le monde-là. C'est bien salutaire de ce côté-là. Alors, mais est-ce que nous avons pris en compte d'un certain nombre d'exigences qui doivent aller avec ces initiatives qui sont déjà annoncées? Je vais parler de justement la mise en place de ces infrastructures-là qui doivent aller avec Internet. Donc, c'est une exigence. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce sont les outils. Puisque ce n'est plus, disons, classiquement et archaïquement les tableaux avec les craies que nous devons pouvoir utiliser, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, par exemple, des tablettes que nous devons justement utiliser. Donc, l'usage de ces tablettes-là et les infrastructures qui doivent abriter le numérique dont on parle là, ça doit être justement quelque chose d'accessible et quelque chose qui doit être justement mis en place dès maintenant. C'est vrai qu'on peut dire que la première expérience est déjà acquise, puisque nous avons déjà 585 établissements primaires publics qui sont déjà interconnectés. Mais je pense qu'il y a là justement une nécessité absolue de pouvoir voir comment est-ce qu'il faut revoir tout cela. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le plus fondamental aujourd'hui, ce que nous avons, et ce n'est pas nous qui l'inventons, je crois que c'est sous Guillaume Awing qui rappelait ici, nous avions près de 1000 hangars aujourd'hui qui constituent des salles de classe à travers notre pays. Alors, est-ce que le défi n'est pas à ce niveau-là pour que nous puissions justement définitivement sortir de ce hangar-là et qu'on ait des établissements dignes de ce nom pour pouvoir justement permettre aux jeunes gens d'avoir ce qu'on appelle le cadre idéal pour pouvoir apprendre. Je crois que c'est fondamental. Alors, on peut dire que c'est trop tôt de parler de cet outil numérique-là pour pouvoir connecter et permettre aux jeunes gens, notamment aux enseignants aussi, d'avoir ce qu'on appelle un certain nombre de cours au niveau international, puisque c'est un projet quand même qui ne concerne pas que la Guinée, mais qui concerne, disons, le monde entier, dont 30 États dont nous faisons partie. Je pense qu'aujourd'hui, chez nous ici, le défi devrait être celui qui consiste à obtenir ce qu'on appelle des établissements scolaires dignes de ces noms et de sortir carrément, disons, de ces établissements archaïques dont on a connu. Puisque les spécialistes de l'éducation l'ont rappelé, l'environnement éducatif doit être primordial pour pouvoir permettre à ce que les uns et les autres puissent apprendre aisément donc, les cours. Alors, comment pouvons-nous accepter au XXIe siècle dans notre pays ici qu'on ait des hangars dans plusieurs régions, dans plusieurs préfectures, dans plusieurs sous-préfectures aujourd'hui, et qu'on parle de l'autre côté, encore une fois, d'une révolution numérique. L'initiative est salutaire, mais je pense qu'on est trop parti en besoin, puisque préalablement déjà, il y a des défis qui se posent et pour lesquels on n'a pas, encore une fois, à répondre. Et je pense que c'est là où il faut justement essayer de mettre le cap. Et puisque nous parlons de l'école aujourd'hui, nous connaissons tous aujourd'hui l'état de santé de notre éducation. Donc, je pense que ce projet pourra venir, tout ce que vous avez dit, il y a des experts, il y a des études, je pense qu'ils ont peut-être envisagé des solutions à tous avant de lancer le projet. Mais d'abord, on va suivre ce reportage pour faire rapidement le tour de table, puisqu'aujourd'hui, on n'a que 45 minutes avant de rendre l'antenne pour des questions de direct. On va suivre ce reportage de Mamadou Tanou, et derrière, on fait le tour de table. Le numérique fait une pleine entrée à l'intérieur du système éducatif guinéen. Le projet de connectivité des écoles est désormais une réalité. D'ores et déjà, plus de 500 écoles du niveau primaire sont interconnectées et cela cadre avec la vision Simandou Academy. 505 écoles publiques sont aujourd'hui effectivement connectées à l'Internet haut. Quel honneur! Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Notre objectif à court terme, comme vous l'avez si bien vu dans la présentation, est de connecter plus de 2200 écoles dans le cadre de la politique d'accès universel aux services numériques par le gouvernement. L'UNICEF, à travers son projet GIGA, qui vise à connecter toutes les écoles du monde à Internet, appuie la Guinée dans cette expérience pilote. Pour le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et l'alphabétisation, Jean-Paul Sédi, cette initiative permet à la Guinée de rentrer dans un monde connecté. Nous franchissons un nouveau cap dans la modernisation de notre système éducatif, en donnant nos écoles des moyens technologiques indispensables à la qualité de l'enseignement et à la réussite de nos apprenants.
Cette connectivité nationale et internationale ne relève pas d'un simple choix technique, mais bien d'un choix politique, structurant, et par une conviction, celle qui voudrait que le numérique soit désormais un levier incontournable de développement humain et de souveraineté éducative. Le Premier ministre Amadou Ouriba voit un avenir radieux pour la Guinée dans cette initiative qui vise à connecter 2200 écoles guinéennes. Fin 2025, de rendez-vous. Lorsque les enfants de cette année seront à l'université, c'est-à-dire dans 13 années. Donc, en 2038, on verra une nouvelle Guinée totalement transformée. Le projet de école guinéenne permettra aux élèves et enseignants d'être en contact avec le numérique partout dans le pays. Être en contact avec le numérique dans le monde et partout dans le pays. Mohamed Leba, on a suivi le reportage de Mamadou Tanouba avant de rendre l'antenne. Votre appréciation de ce projet, votre analyse rapidement. Mais c'est un projet quand même, il faut le dire, salutaire. Et on ne peut pas le nier. Le fait de connecter des écoles aujourd'hui, parce que quand même nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes dans la mondialisation. Et puis donc il faut aujourd'hui les outils qui vont avec pour permettre aux apprenants d'être connectés, c'est-à-dire d'avoir les mêmes informations qu'aux des apprenants, c'est-à-dire d'autres pays développés. Je crois que c'est normal aujourd'hui. C'est un projet même qui a beaucoup longtemps duré, ça devrait venir depuis il y a longtemps. Donc aujourd'hui, voir ce projet c'est-à-dire mis en œuvre par le gouvernement, notamment avec l'appui de l'UNICEF et tout ce que nous savons, je crois que c'est salutaire. Mais de l'autre côté, il faut quand même souligner aujourd'hui ce dont on a quand même besoin au sein de... Les défis persistants. Évidemment, des défis persistants, parce que c'est difficile quand même de connecter une école dont le siège se trouve au niveau du hangar. Donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que cela il va quand même avec les outils nécessaires pour pouvoir le faire? Parce que quand on parle de connectivité, quand on parle de connexion, disons, d'école, ça permet quand même notamment des projections pour des petites découvertes ou des grandes découvertes par les apprenants, notamment si vous voulez savoir qui était Christophe Colomb, c'est-à-dire au-delà même de ce qui peut se trouver dans les livres. Je préfère qui était Sékou Touré. Vous voyez les œuvres de Sékou Touré, ou soit la prise, disons, de l'indépendance par la Guinée en 1958, comment c'était, voilà, l'ambiance et tout. Je crois que c'est aujourd'hui, disons, plus que jamais quand même nécessaire, il faut le dire, que ce projet soit mis en œuvre et surtout, aujourd'hui, penser à l'application stricte, parce que des choses, souvent on nous fait des annonces qui, au-delà même, disons, de leur poids et de leur volume, c'est-à-dire ne sont concentrés qu'à Conakry ici. Bien. Pour ce qui est de l'intérieur du pays, il faut d'abord songer à améliorer la qualité même des réseaux, parce que qui parle d'Internet, ça ne peut pas venir comme ça. Au-delà, avec ces sociétés de téléphonie que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à améliorer. Oui, Fatou Kébé, rapidement, en une minute. Oui, Abdallah, le monde aujourd'hui est quand même révolutionné par les nouvelles technologies. Donc, si réellement cette initiative est mise en œuvre dans son ensemble, c'est-à-dire après les 500 et quelques écoles qu'on atteigne, les 2200 écoles interconnectées, je crois que c'est une aubaine, mais il faudrait quand même prendre en compte tout ce qui est nécessaire pour l'application ou l'applicabilité de ce projet, les outils nécessaires, surtout pour les étudiants, les élèves et aussi pour les enseignants. Donc il faudrait qu'on sache comment l'utiliser. Il ne faudrait pas que ce soit juste un projet un effet d'annonce. Voilà, un effet d'annonce, voilà, que
que ça envoie tout le monde, alors qu'en réalité, dans le vrai sens du projet, ce n'est pas ça. Donc il faudrait vraiment que ce soit vraiment un projet qui soit vraiment mis en œuvre et que les enfants, surtout les élèves, vraiment puissent s'en servir normalement. Puissent s'en servir normalement, vous l'avez déjà compris. En tout cas, il faut suivre de très près ce projet lancé, présenté il y a quelques jours ici même à Conakry. C'était mercredi où le gouvernement a présenté ce projet en faveur de la République de Guinée. Nous, on est obligé de s'arrêter là puisque dans quelques minutes, c'est le direct qui commence sur nos différents canaux avec les 18 ans d'Orange Guinée. Orange Guinée qui est implanté en République de Guinée depuis 2007 et Kavi Média est au cœur de cet événement. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Lebar. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Fatou Kébé. Merci Abdallah et merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la réalisation, à la régie, merci à la production, à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, pourquoi pas avec d'autres acteurs de la vie nationale. D'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information